Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes pour cette dernière grande soirée de débat avant le premier tour. Ce soir, les candidats ont une mission simple, claire, vous convaincre, peut-être vous séduire, être précis dans leurs propositions. Ces candidats nous emmèneront dans deux villes ce soir, Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman. La ville a tout de la carte postale, de la cité idyllique, mais vous allez voir que son enclavement ainsi que son urbanisation galopante peuvent parfois poser problème. Mais avant cela, direction Grenoble avec vous, Nicolas Crozel de France Bleu Isère. Grenoble, plus grande ville de France, dirigée par un écologiste, au point, Nicolas, que parfois les candidats essaient tous d'être plus verts que le vert lui-même. Eh oui, c'est vrai que Grenoble, c'est la seule grande ville de France qui s'est choisie il y a 6 ans un maire écolo avant que le sujet ne s'impose partout. Du vert dans cette campagne, on en voit dans toutes les communes. Chaque candidat brandit l'écologie comme un étendard. Évidemment, ici à Grenoble, tous les quatre, vous ne pouviez pas y échapper. Voilà donc que logiquement, vous, Éric Piolle, maire sortant, vous promettez l'étage 2 de la fusée avec votre projet Grand Alpes notamment, qui consiste entre autres à verdir les quartiers. Alain Carignon, votre monorail à propulsion solaire pour lutter contre les embouteillages. Émilie Chalas, votre promesse de planter 50 000 arbres. Et vous, Olivier Noblecourt, différentes propositions certifiées par l'expert du GIEC, Patrick Criqui. Je serai le premier maire éco-responsable de Grenoble, m'avez-vous dit à la radio, Alain Carignon. L'écologie pragmatique, oui, dogmatique, non. Ce sont vos mots, Émilie Chalas. Alors que le simple nom de votre liste, Olivier Noblecourt, Grenoble, nouvelle ère comme l'air qu'on respire, en dit long. Alors tous plus verts que le vert, tous plus écolo que le maire écolo, eh bien c'est ce que nous allons tenter de voir. Et on va en parler justement avec vous, madame, messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Éric Piolle, bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes le maire Europe Écologie de Grenoble depuis 2014, montagnard averti, pyrénéen d'origine, nul n'est parfait. Vous êtes aussi un fin connaisseur de l'histoire du football et un grand passionné des sports de balle en général. Émilie Chalas, bonsoir. Bonsoir. 42 ans, députée La République En Marche de l'Isère depuis 2017, urbaniste de métier après des études en criminologie, grande amatrice de rock garage, il va falloir peut-être nous expliquer ça, vous avez chanté d'ailleurs, mais aussi de parapente que vous pratiquez. Le rock, c'est aussi un peu votre truc, Olivier Noblecourt. Vous avez également 42 ans. Les Pixies, vraiment ? Ah oui, totalement, j'assume. C'est bien, il faut. Vous avez donc 42 ans, ancien élu à Grenoble, candidat soutenu par le Parti Socialiste, délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté jusqu'en janvier dernier. Vous êtes aussi, paraît-il, un fin cordon bleu et vous êtes un amateur de randonnée en montagne. Alain Carignon, bonsoir. Bonsoir. 70 ans, candidat d'hiver droite à la tête d'une liste société civile. En 83, vous faisiez tomber Hubert Dubedou, maire emblématique de la ville, avant de tomber vous-même quelques années plus tard à la suite de Démêlés. Lecteur de Marcel Proust, amateur de musique classique. Vous avez aussi, paraît-il, un petit goût pour le gras et le sucré, c'est pas forcément bon pour la santé. On va voir si ça va pas vous empêcher de débattre un peu. On le disait à l'instant, Nicolas, vous nous l'avez parfaitement rappelé, les candidats rivalisent tous de propositions en matière d'écologie. Alors nous, on est allé demander l'avis aux Grenoblois dans le tram, la ligne A. Une question simple, la ville de Grenoble est-elle plus verte aujourd'hui qu'il y a 6 ans? Regardez et on en discute tous ensemble juste après. La ligne A, c'est la ligne la plus fréquentée de l'agglomération et nous on monte ici, à la gare, direction le centre-ville. Elle est plus agréable pour les piétons, pour les gens en fauteuil roulant, pour les gens qui ont des poussets. Plus vert, j'ai pas vu ça, non. Plus verte d'un point de vue couleur ou d'un point de vue politique? Point de vue action politique. D'un point de vue action politique, je pense, oui. En tant que président de centre-ville, il y a eu pas mal de changements perceptibles quand même. Les pistes cyclables, très bien, mais après les espaces verts, ils sont pas du tout bien. Surtout pour les enfants, j'ai 3 enfants. Elle est plus verte parce qu'il y a plus d'espaces verts, il y a plus de fleurs, ça c'est sûr, mais vraiment au centre-ville de Grenoble. Aux alentours, c'est pas trop ça non plus. Il n'y a pas d'espace vraiment type parc ou quoi pour se retrouver ou pour être un peu plus au frais, parce que c'est vrai qu'en plus il fait super chaud l'été à Grenoble. Par exemple, dans d'autres villes, on a le centre où tous les transports se rejoignent. Alors que sur Grenoble, je trouve qu'il faut prendre un autre transport, puis un autre transport pour aller par exemple en ville. Enfin, je trouve que c'est plus compliqué. Alors, des avis contrastés, on vient de l'entendre et de le voir. Naturellement, on se tourne vers vous, Éric Piolle, puisque vous êtes le maire sortant, donc le premier concerné de ce micro-trottoir, télé-trottoir. À votre réaction ? Oui, mais on voit que nous sommes engagés dans le changement. Et je crois que l'ensemble des Grenobloises et des Grenoblois, l'ensemble des habitants du territoire se sentent maintenant engagés dans ce changement. Ça veut dire changer beaucoup de choses pour nous, pour nos comportements, faire face à nos résistances au changement. C'est pareil pour moi, finalement adapter nos comportements et puis avoir des politiques cohérentes sur l'énergie, sur l'alimentation, sur les déplacements, sur le logement. C'est là-dedans que nous sommes engagés et ça se voit aussi effectivement dans l'espace public avec un point qui n'est pas
mentionner parce que ça s'oublie comme une rage de dents, c'est la suppression de la publicité dans l'espace public. Plusieurs d'entre vous, la plupart d'entre vous, proposent de créer davantage de parcs. On voit que ça correspond à peu près d'ailleurs à ce que veulent les Grenoblois. Olivier Noblecourt, il y a un manque en la matière sur les parcs dans Grenoble? Il y a un manque de parcs et puis il y a un déséquilibre territorial effarant. En réalité, on sort de 6 années de désillusion. Moi, j'ai été partisan d'un accord avec Éric Piolle en 2014 et nous sommes tous conscients aujourd'hui de l'urgence climatique qui doit commander l'ensemble des politiques publiques. Mais nous sortons de 6 années d'échecs, notamment dans la conciliation entre l'urgence sociale et l'exigence climatique. Aujourd'hui, nous avons des éléments positifs, notamment au centre-ville, ça a été très bien dit, et c'est d'ailleurs assez savoureux de voir que plus on descend finalement vers le sud, plus les jugements deviennent critiques. Aujourd'hui, les habitants des quartiers populaires ne sont pas inclus dans la transition écologique. Vous avez 30% des trajets domicile-travail dans certains quartiers du Nord qui se font en vélo, 3% seulement dans le sud. Aujourd'hui, nous avons une grande désillusion, et entre les discours qui sont tenus, qui sont généreux et qui vont dans la bonne direction, et les réalités, notamment dans les quartiers populaires, il y a un écart terrible. Vous savez, quand la gauche abandonne les quartiers populaires, comme ça a été fait pendant 6 années, elle perd son âme et demain, elle aggrave la colère sociale. Alain Carignan, vous rejoignez Olivier Noblecourt sur cette dichotomie centre-ville, quartier populaire au sud, ce déséquilibre? Mais il faut cesser l'incantation, il faut voir les résultats. Il n'y a plus qu'un peu moins de 12 mètres carrés d'espace vert par habitant. Éric Piolle, dans la ville-centre, vous le reconnaissez, la plus dense de France, hors Lyon et Paris. Donc une situation très difficile pour l'absence d'espace vert, une pollution aggravée, je veux dire, rue Lesdiguières, boulevard Gambetta, quartier Championnet, rue Ampère, rue Hoche, ce sont des habitants grenoblois qui ont plus de pollution aujourd'hui. Et au global, il y a une baisse majeure. Et au global du territoire, il y a une baisse majeure, M. Carignan. Ils ont plus de pollution ou pas? Il y a plus d'habitants qui ont vu leur pollution baisser. Est-ce que ces habitants ont plus de pollution ou pas? Vous ne pouvez pas travestir les chiffres. D'abord, il faut regarder pour l'ensemble des habitants. Et la pollution a baissé massivement pour l'ensemble des habitants. De même que le nombre de jours d'alerte, vous voyez, est passé de 30 à 9 l'année dernière. C'est que quand il y a des faits, il ne les reconnaît pas. Est-ce que dans ces rues, les Grenoblois ont plus de pollution avant l'élection de M. Piolle qu'après? Oui, c'est un fait. Alors donc, moins d'espace vert, moins 6 000 habitants qui ont vu leur pollution baisser massivement habitant. Et 5 000 sur Si vous voulez me laisser parler, je vous ai laissé parler. 12 mètres carrés d'espace vert par habitant, un peu moins. Pollution aggravée dans certaines rues. 4e agglomération pour le temps perdu dans les embouteillages. Ça ne fait pas plus de pollution, ça, d'être 4e agglomération, plus dans les embouteillages? Donc, cette asphyxie, cette bétonisation a conduit à un recul de Grenoble en matière d'environnement quotidien, et les habitants l'ont dit. Alors comment être plus vert, Émilie Chalas? Simplement en se mettant en action. Je crois qu'il est une chose de parler de révolution écologique, c'en est une autre de le faire. Elle n'a pas été faite, la révolution non, elle n'a pas écologique été faite. Elle n'a pas été faite. Effectivement, Grenoble est à 93% de sa surface, de sa superficie artificialisée, soit par du béton, soit par du goudron, soit par des immeubles. C'est ça la réalité. Est-ce que cela a changé en 6 ans d'un maire écolo, qui se revendique écolo? Non. Il y a effectivement 12 mètres carrés par habitant d'espace de pleine terre, alors que dans les autres grandes villes de France, on est à 48 mètres carrés. Donc 4 fois plus. Et à Strasbourg, autre exemple, on est à 100 mètres carrés. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est double. Il est effectivement de lutter contre la pollution atmosphérique. Aujourd'hui, 91% des habitants de la métropole habitent et respirent un air pollué, non conforme au seuil de l'OMS. Ce que dit l'étude Atmo, et je le dis à chaque débat, il est clair, le projet Cœur de ville, Cœur de métropole n'a pas d'impact sur la pollution atmosphérique à l'échelle métropolitaine. Ce n'est pas moi. Écoutez, je le cite à chaque fois, Eric. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut regarder leur rapport annuel sur la pollution. Il faut préciser que ce débat est effectivement le dernier. Je voudrais terminer mon propos. Ça a baissé massivement. Ce qu'ils disent sur Cœur de ville, Cœur de métropole, ça a baissé beaucoup à certains endroits et augmenté un petit peu à certains autres. Le deuxième enjeu de Grenoble, c'est le réchauffement climatique. C'est l'enjeu du réchauffement climatique à Grenoble. Les Alpes et Grenoble se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la France et de l'Europe. Il y a donc un enjeu à se donner les moyens de créer des points de fraîcheur et à lutter contre les points de chaleur. Et bien surtout en ne faisant pas ce qu'a fait Éric Piolle pendant 6 ans, en goudronnant et en mettant des petites allumettes d'arbres qui, somme toute, certes correspondent à 5 000 arbres plantés, pour combien finalement de supprimer 50 000, tout à fait. 50 000 en 6 ans, ça fait... Exactement. Et c'est un élément... 22 par jour. C'est ça, hein, 22 oui, par bien jour. sûr, bien sûr. Si on plantait tout à fait, tout à fait. Oui, en plantant toute l'année.
Tout à fait, mais il faut avoir bien conscience que l'aménagement de la ville nature et de faire de Grenoble une ville montagne unique au monde, une ville rafraîchie, une ville dans laquelle on vive mieux, notamment l'été. Les témoignages le montraient tout à l'heure. Grenoble est une ville chaude, elle devient invivable, on suffoque l'été. De moins en moins de gens à Grenoble peuvent partir en vacances en juillet et en août. C'est donc un enjeu crucial de quotidien et même de bien-être en ville. Donc il faut mettre de l'ombre, il faut récupérer de l'eau en surface, créer des miroirs d'eau, remettre en route et développer les fontaines, mettre des espaces de pleine terre, mettre des arbres. Et des arbres, 50 000, ce n'est pas une lubie. Aujourd'hui, Toulouse et Strasbourg se sont engagés à en planter 60 000 et 100 000. Il y a un enjeu à construire aussi la ville nature en hauteur. Les immeubles forêts, et notamment des immeubles qui sont réels, qui existent à Milan par exemple, sur un seul immeuble, il y a 20 000 arbres. Alors il ne s'agit pas de faire des tours de 50 étages à Grenoble, rassurons-nous. Il s'agit en revanche de changer le prisme de la visibilité et de la construction de la ville nature dans Grenoble. Il faut redonner à Grenoble cet espace de respiration, cet espace de fraîcheur. C'est ce qu'on entend beaucoup dans la bouche de vos adversaires, Éric Piolle, c'est qu'au cours de ces 6 dernières années, vous auriez beaucoup fait peut-être pour le vélo, pour les pratiques alternatives à la voiture, mais tout en bétonnant, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Écoutez, il faut regarder les choses factuellement. D'abord, regardez ces 5000 arbres. Ça fait 20 ans que Grenoble perdait des arbres. Nous en regagnons depuis. Nous avons planté partout, dans le centre-ville, dans les rues piétonnes. Nous avons piétonnisé énormément aussi de rues. Ça a fait suffisamment débat pour qu'on puisse l'assumer ici. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la question de l'environnement, évidemment, là, tout le monde se jette dessus et tout le monde se dit c'est la course aux arbres. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Si vous regardez la politique que nous avons conduite sur l'énergie, en 2022, grâce à un plan d'investissement de 125 millions d'euros, GEG sera en capacité de produire assez d'électricité pour fournir à l'ensemble des Grenobloises et des Grenoblois une énergie 100% verte, ni fossile, ni nucléaire. Sur la compagnie de chauffage également, nous avons mis en place une nouvelle centrale de cogénération qui fait monter à 80% d'énergie renouvelable. Donc il faut regarder évidemment tous les pans. L'isolation des logements, nous sommes lancés dedans à plein, et notamment dans les quartiers populaires parce que c'est bon pour le pouvoir d'achat. L'énergie, de la sobriété aussi. Et je crois que c'est ce triptyque qui finalement nous fait avancer. Sans oublier l'alimentation, nous avons lancé un plan d'alimentation interterritorial parce que évidemment nous travaillons ça avec l'ensemble du territoire. C'est pas juste Grenoble intramuros. Vous avez travaillé avec Patrick Ricky, ancien expert au GIEC, chercheur au CNRS. Il a coordonné notre projet, mais Éric Piolle peut Qu'est-ce se qu'il en pense, réjouir lui, et d'avoir qu'en prolongé pensez-vous des initiatives de ce bilan qui lui précédaient. Ce que vient de décrire Éric Piolle, c'est la stratégie d'une métropole post-carbone qui a été construite avant lui et qui continue de se déployer, mais qui manque aujourd'hui d'ambition. Nous manquons d'ambition, notamment dans les transports en commun. C'est quand même un paradoxe incroyable que dans une ville qui se prétend écolo, nous n'ayons pas une ambition à la hauteur en termes de transports en commun. C'est le commissaire enquêteur du plan de déplacement urbain qui le dit, notamment en refusant une ligne de tramway vers le Grésivaudan, qui est un enjeu environnemental et social si demain nous voulons une métropole compacte, absolument déterminant. Le pacte alimentaire territorial que nous proposons, il n'existe pas aujourd'hui, il n'y a pas la relation avec les agriculteurs de la métropole à l'échelle nécessaire aujourd'hui, et nous sommes en retard par rapport aux autres métropoles, notamment de Nantes et de Rennes. Et puis, Grenoble prend du retard sur ce qui fait sa force, c'est-à-dire la capacité à concilier les technologies, la transition écologique et l'intérêt social, notamment sur la mobilité électrique, qui est l'avenir de la mobilité. Nous proposons une navette autonome à hydrogène, et en effet, notre projet a été évalué au moins aussi ambitieux au plan écologique qu'Éric Piolle. La différence, c'est que nous intégrerons la dimension sociale dans cette transition écologique. On va évoquer justement les différentes propositions que vous faites les uns les autres en matière de transport. C'est notre sujet suivant. Il y a le monorail, il y a la navette autonome, il y a le prolongement de certaines lignes de tram. Il y a d'autres possibilités, d'autres propositions les uns les autres. Mais on avait envie, avec Jordan, parce qu'on est un peu taquin, c'est aussi notre métier, surtout de savoir. Nicolas. Oui, enfin. Disons que c'est partagé. De savoir si l'un d'entre vous connaissait le prix du ticket de bus à l'unité si on l'achète directement quand on monte dans le bus au chauffeur. 2,10 €. 2,10 €, ouais. 2,10 € ou 2,20 €. Est-ce que c'est pas 1,60 € quand je prends Est-ce que c'est pas un peu cher, 2,10 €? Donc vous êtes, déjà, on vous donne pour un ticket de bus. On vous donne le bon point d'avoir la réponse. Effectivement, déjà, les uns les autres. Moi, j'achète des cartes d'abonnement parce que je le prends régulièrement, donc je n'achète jamais de ticket à l'unité. C'est très bien. Voilà, je suis pour, et donc c'est 1,45 dans ces cas-là. Merci Eric. Voilà, c'est très bien. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est Rapprochement. 1,45 si vous achetez une carte de 10 et que c'est 2,10 si vous l'achetez dans le bus? Parce que si vous l'achetez dans le bus, en fait, vous arrêtez le bus, le chauffeur va devoir s'arrêter pour vous vendre un ticket. Et donc c'est vrai que c'est une décision que nous avons prise et que nous assumons en disant aux gens, soyez prévoyants, sinon vous freinez finalement 50 personnes. Donc vous pendant toute la assumez durée ce du trajet. 2,10 € qui peut considérer si on est
touriste Mais ou un suffit occasionnel. Vous pouvez acheter aussi D'acheter un ticket par SMS, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez acheter ces cartes de 10. Donc, effectivement, il faut faire. Il faut l'acheter à l'unité aussi. Vous le direz. Au distributeur. Automatiquement. Bien sûr. Et justement, du coup, là, on rentre dans le fond de vos propositions. Alain Carignon, votre monorail, vous en avez fait un étendard de votre campagne. Comment vous le réalisez? Avec quel financement? Est-ce que c'est crédible? Ça paraît... c'est très joli quand on voit les maquettes et les schémas, mais c'est réaliste, votre projet? Parce que l'asphyxie de l'agglo, c'est pas réaliste. Ah non, mais moi je pose les questions et puis vous, je vous laisserai faire les réponses, ce sera plus simple. Le fait qu'on est le 5e mouchon national sur la rocade sud, le 7e... Non mais d'accord, sur la 480. Vous pourriez aussi nous dire que vous allez faire une fusée qui va devoir avec les conséquences de la pollution, c'est pas réaliste. Le fait que nous perdons de l'attractivité de ce fait. Ça ne répond pas à la question. Comment on finance ce monorail et comment on construit? Il faut créer une alternative à la voiture pour rentrer dans l'agglo. Tout ce qui est interne à l'agglo doit être prolongé, tramway, etc. C'est ce que nous avons fait dans les années 80, c'est la prolongation. Ils proposent tous de prolonger ce qu'on a lancé. Mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Alors le monorail, c'était des systèmes de financement, on ne va pas entrer en détail, mais il y a le versement transport des entreprises, il y a le fait que ce soit 70% de taux de couverture des dépenses sur les recettes, etc. Pardon, non, mais ne pas aller très technique, loin. Mais c'est crédible. Vous nous affirmez que c'est crédible. Ensuite, vous avez l'expérimentation qui est faite à Saint-Quentin en Yvelines, et ensuite, il y aura, nous, la consultation des Grenoblois et de l'agglomération sur les mobilités, qui comprendra les questions sur les financements, les gratuités, les transferts à l'impôt, les téléphériques vers le Vercors et vers Champs-Rousse. Ça rejoint les propositions de Michel. Tous ces dossiers, le téléphérique entre l'Esplanade, la Bastille et le CHU, c'est-à-dire le téléphérique Est-Ouest, toutes ces questions qui doivent être posées aux Grenoblois pour que ceux-ci mesurent les enjeux, les conséquences et puissent en décider ensemble, comme on l'a fait dans les années 80, quand on a lancé les grandes politiques de transport en commun. Olivier Noblecourt, vous n'aviez pas l'air du tout de trouver ça crédible, le monorail. Non, je ne trouve pas ça crédible, et Alain Carignon ne va jamais dans les détails du financement, puisqu'il n'a aucun moyen pour financer les grandes phrases et les grandes avancées qu'il promet. Aujourd'hui, la priorité, c'est de hiérarchiser, c'est le rôle des politiques, c'est de hiérarchiser les priorités. D'abord, on a besoin en effet de mettre le paquet sur les déplacements internes à l'agglomération. C'est pour cela qu'il faut d'abord compléter notre réseau de tramway et avoir un vrai tramway vers le Grésivaudan, faire le RER à la Grenobloise pour avoir en effet des mobilités rail très fréquentes qui permettent d'éviter la voiture avec des parkings relais. Et puis demain, et je le redis, sur l'environnement, les déplacements, ça n'est pas tout. Il va falloir réorienter la rénovation thermique du bâtiment vers les copropriétés fragilisées parce que tout cela a été oublié. Et puis travailler avec les entreprises. Moi, je suis absolument stupéfait que jamais le maire de Grenoble ne parle du rôle des entreprises dans la transition écologique. Nous avons aujourd'hui des acteurs économiques qui sont tenus en lisière des stratégies de développement du territoire pour une raison très simple, c'est qu'il y a aujourd'hui la volonté d'une ville sous cloche, d'une ville rabougrie. Et donc, quand on abdique le développement, ça, c'est l'aspect développement économique et on ça pourra va avec certainement... la transition écologique. Rabougrie, j'ai juste envie d'avoir la réaction quand même. Rabougrie, Éric Piolle. Oui, bon, ça peut faire sourire, sachant que, vous regardez la zone d'emploi de Grenoble, c'est le 3e taux de chômage le plus faible de toute la France. Donc les résultats aujourd'hui sont là. Il était à 8% en 2014, le chômage est à 6,7% d'après les chiffres de l'INSEE. Donc ça, on voit que ça marche. Deuxièmement, nous avons lancé cette candidature à être capitale verte de l'Europe, dans laquelle des dizaines et des dizaines, presque une centaine d'entreprises se sont déjà investies parce que ça a du sens pour elles de se lancer là-dedans. Et puis, je rappellerai quand même que je suis le seul autour de cette table à avoir travaillé dans l'industrie qui fait le fleuron de cette histoire grenobloise et que je continue à travailler, que notre équipe continue à travailler au quotidien. Nous avons lancé la marque Grenoble Alpes avec la métropole justement pour permettre de fédérer ces acteurs et qu'ils fassent partie de cette transition, qu'ils ne se retrouvent pas bientôt dans la situation d'une agriculture qui subit un bashing permanent. Donc évidemment, il faut faire partie de ce mouvement. Ils en ont envie, ils en ont les capacités, à la fois sur le fond, sur la forme. C'est la moitié des coopératives d'Auvergne-Rhône-Alpes sont créées à Grenoble. Ça dit aussi quelque chose de l'intention de l'activité économique à Grenoble. Alors juste, quand on évoquait tout à l'heure la priorité en matière de transport, Olivier Noblecourt disait priorité aux déplacements internes à la métropole et je vous ai entendu dire, Michel, c'est une erreur. Pourquoi ? Oui, alors d'abord, ça me fait quand même doucement marrer d'entendre Éric Piolle, défenseur du monde de l'entreprise, quand on entend les réactions. Excusez-moi, je vous ai laissé parler, Éric Piolle, arrêtez de me couper systématiquement. En l'occurrence, puis c'est pas parce qu'on a travaillé dans un endroit qu'on connaît et qu'aujourd'hui vous le portez politiquement. Non, ça n'a rien à voir. Donc, en l'occurrence, les chefs d'entreprise, je pense,
vont doucement sourire. Sur le point du déplacement et de la mobilité. Non, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'on sait, Olivier Noblecourt, que l'enjeu des déplacements à Grenoble, c'est pas à l'intérieur de la métropole. Ce sont les accès à la métropole. C'est ça qui pose problème. Depuis le Voironnais, depuis le Grésivaudan et depuis le Sud. C'est moins les enjeux de mobilité interne à la métropole que des enjeux d'échange avec les territoires voisins. D'où l'importance d'avoir une institution qui coordonne tous ces territoires. Et le SMAG aujourd'hui ne le fait qu'à moitié et très maladroitement, puisque le département, après y être entré, a décidé de s'en retirer. Le Pays Voironnais n'a pas le SMAG, exactement, qui remplacerait le SMTC. Et le Pays Voironnais n'a donné que la moitié de sa compétence et n'a pas développé, n'a pas transféré son autorité organisatrice de transport. Donc en réalité, c'est mi-figue, mi-raisin. Et l'enjeu pour nous, c'est de gérer prioritairement les accès à cette métropole. Comment ? En développant le RER, en développant le covoiturage, et c'est un bon combat qu'a mené Éric Piolle. C'est le modèle parisien, vous voulez plus de trains. Tout à fait, mais il est dans tous les programmes, donc ça, je crois que ça ne fait pas débat entre nous. L'autre point, c'est de développer, et je salue l'engagement d'Éric Piolle sur ce point, et le gouvernement l'a approuvé, a soutenu, et de la même façon, les députés de l'Isère l'ont soutenu, que de développer la voie de covoiturage pour accéder à Grenoble. Donc, il y a cet enjeu-là d'incitation à ne pas prendre sa voiture seule le matin pour rentrer dans la métropole. Mais peut-être que ça ne suffira pas. Et si cela ne suffira pas, il faudra peut-être poser, et j'y viens parce que c'est important, nous l'avons mis dans notre projet, la question de la régulation à l'entrée de la métropole. C'est le péage urbain. Le péage urbain, qu'est-ce que ça peut être sous toutes ses formes? Nous le soumettrons au débat public et au référendum si ça devait être nécessaire. Le péage urbain, ça peut être une tarification où prendre sa voiture seule coûte plus cher que de la prendre à plusieurs ou que de prendre un transport en commun. Ça peut être un tarif du lundi au vendredi et la gratuité le samedi et dimanche. Puisque vous parlez des voitures, Émilie Chalas, c'est pas une gratuité ou un tarif. Oui, mais à un moment, être responsable en politique, ce n'est pas que être populaire et faire du populisme. Pardon de le dire. Donc on peut avoir des t-shirts et faire un plan de com absolument génial et avoir les uns les autres qui viennent jouer au foot, mais à un moment, la réalité, c'est que Grenoble a besoin de responsabilité. Vous faites référence au meeting qui se déroule en ce moment même, meeting d'Éric Piolle. Tout à fait. Puisque vous parlez des voitures, on va écouter ce qu'en dit la candidate des Patriotes, Mireille Dornano. Elle aussi se préoccupe beaucoup de la circulation automobile. On l'écoute et on revient juste après. À l'heure actuelle, il y a des parkings relais, mais qui ne sont pas suffisants. Donc, ma liste, nous proposons des parkings relais en silo sur les parkings existants. Comme il n'y a pas d'argent, comme vous le savez, dans cette mairie, parce que la dette est 1 717 € par habitant, ces constructions seraient faites par des privés et ensuite la concession serait donnée aux privés pour pouvoir donc mettre ces parkings en silo. Des parkings en silo pour, on va dire, avoir des parkings relais de plus grande capacité, proposition de Mireille Dornano, Alain Carignon, ça part d'une bonne idée, non ? Mais évidemment, il faut des parkings de dissuasion. Donc nous, dans notre projet, c'est Crolles et Vorep. Et puis, nous proposons un parking silo végétalisé à l'Esplanade, pour qu'on puisse, alors qu'Éric Piolle supprime les 800 places de stationnement sans alternative, alors qu'à l'entrée de Grenoble, il y a un arrêt de tram qui permet de s'arrêter là et de rentrer en transport en commun, un parking souterrain sous Vaucanson, de façon à faire un nouveau parc dans Grenoble, puisque nous manquons d'espaces verts et de parcs, donc c'est aussi l'occasion de le faire. Sans cela, l'agglomération demeurera paralysée, l'attractivité de la ville continuera à se dégrader et le commerce continuera à mourir et à perdre des emplois avec des conséquences sur le chômage qui sont incontestables. Qui dit développement durable, madame, messieurs, dit aussi développement social. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Olivier Noblecourt. On va retrouver Aurélie Massé sur la ligne A du tram, mais cette fois à la Villeneuve, l'un des quartiers populaires au sud de la ville. Avec là encore une question simple, quelle serait la priorité des habitants de la Villeneuve si le 22 mars, ils étaient eux aussi élus maire de Grenoble? On les écoute. La Villeneuve, un quartier populaire au sud de Grenoble. Les candidats ont fait beaucoup de promesses ici et on va voir si elles correspondent aux attentes des habitants. Je ferai de la mixité sociale une priorité pour éviter les quartiers d'exclusion et les quartiers qui ont des parcs, qui ont du vert, qui ont des magasins. Plus de propreté. Je suis très sensible à la saleté, tout ce qui traîne par terre. C'est moche. C'est dommage pour Grenoble. Il y a plein de dealers au pied de chez nous. On appelle la police, ils ne sont jamais assez nombreux. Il faut qu'on gère nous-mêmes les problèmes, donc je suis déçu. Qu'est-ce que je changerais? Le CCAS. C'est-à-dire?
J'en doublerai le volume et je mettrai plein d'employés un peu partout, à la rencontre des gens. Par rapport à d'autres villes, si on prend un transport en commun, si on circule dans la ville, on est toujours témoin de violence, très très facilement. Vous voyez quoi si vous étiez élu maire? Votre priorité, ce serait quoi? Ma priorité là, c'est de descendre. Voilà, au-delà du clin d'œil humoristique de cette grenobloise, on entend parler de sécurité, on entend parler aussi de développement social, sujet que vous connaissez plutôt bien. Olivier Noblecourt, vous avez longtemps présidé aussi, dirigé le CCAS de Grenoble. Absolument. Quand vous étiez adjoint de Michel Destot. Quand vous entendez ces réactions-là, qu'est-ce que ça vous inspire comme... Ça m'inspire qu'il faut changer totalement de braquet et qu'il faut sortir d'une gauche qui oublie les quartiers populaires et l'enjeu de la mixité sociale. On a laissé prospérer la pente de l'entre-soi, on a laissé s'éloigner le sud du nord de la ville et en effet, on a raté toutes les occasions, Éric Piolle a raté toutes les occasions de renforcer la mixité sociale. 5 ans de perdus pour le renouvellement urbain de la Villeneuve. La reconstruction sans débat sur la mixité sociale d'un collège pourtant ségrégué au cœur de la Villeneuve. Une abdication et une impuissance publique totale sur les questions de sécurité et de propreté. Il faut rompre avec ce sentiment d'impuissance des politiques publiques, cette culture finalement de la défausse et de l'excuse, de l'irresponsabilité que ressentent aujourd'hui les habitants des quartiers populaires. Nous aurons non seulement à reprendre et très rapidement le projet de rénovation urbaine pour l'accélérer, travailler avec les copropriétés fragilisées, mettre enfin de la sécurité dans les quartiers populaires, faire revenir des moyens de présence humaine avec une police municipale qui sera armée pour pouvoir patrouiller avec la police nationale, des médiateurs et puis la propreté parce que c'est le respect qu'on doit à chaque habitant. Aujourd'hui, les conditions de propreté et d'entretien des quartiers populaires sont indignes du respect que nous devons à chaque Grenoblois. Alors Éric Piolle le dira peut-être tout à l'heure, les collèges c'est plutôt la compétence du département, ça on se aura fait avec l'occasion le de maire, développer. vous savez, il n'y a pas de décision qui se font en dehors du maire d'une grande ville, ou sinon le maire de grande ville lui-même abdique son pouvoir de négociation avec les autres collectivités à l'État. C'est souvent la position qu'Éric Piolle a prise en entretenant des postures politiciennes et polémiques. Émilie Chalas, vous partagez le constat, vous qui êtes députée, entre autres, des quartiers sud de Grenoble, c'est sur votre circonscription, vous partagez ce constat d'Olivier Noblecourt? Oui, effectivement, quand on sillonne les quartiers sud de Grenoble, effectivement sur ma circonscription, on se rend compte que le discours est unanime. Les habitants se sentent abandonnés par la ville, abandonnés dans les projets, abandonnés sous toute forme finalement de responsabilité du b.a.-ba de ce que doit faire une municipalité. Et que nous disent les gens? On le voit bien dans le reportage, sécurité, propreté, circulation, emploi. Il faut s'occuper des gens et de leur quotidien. La propreté, c'est quand même le b.a.-ba de la responsabilité d'un maire. Bon sang. Et aujourd'hui, que l'on habite dans le 38 000 ou dans le 38 100, tous les habitants nous le disent, la ville est sale, la ville est moche. Elle est d'ailleurs plus sale que moche en réalité. Mais c'est juste qu'elle est tellement couverte de tags, d'odeurs de pisse et de vomi, pardon, mais à un moment, c'est ça la réalité. De bric-à-brac, de chantier, de canettes et de feuilles de plastique en décomposition pour des décennies au sein des bosquets le long des stationnements. C'est ça que voient les gens tous les jours. Et je passe les rats. Dont Alain Carignon parle souvent, mais c'est une réalité à Grenoble. Courbéria, Parc Paul Mistral, c'est ça aussi la réalité. Donc il faut s'occuper du sud de Grenoble, effectivement, et s'occuper des gens. Car la première des solidarités, avant tout, c'est l'équité de traitement des services publics dans les différents quartiers de Grenoble, et c'est l'accès à l'emploi. Alors Émilie Chalas, on vient d'entendre une sorte de réquisitoire mais que vous venez de mener, mais les autres également. Éric Piolle, je me tourne vers vous. Vous êtes à la tête d'une ville qui n'est pas sécurisée, en tout cas pour ses quartiers, qui est sale, très sale, avec des habitants qui se sentent abandonnés. C'est un dramatique comme bilan. Oui, je ne sais pas trop si les habitants de Grenoble se reconnaîtront dans ce constat. Allez les écouter. D'abord, oui, je suis contre le cumul des mandats et donc je suis le premier maire à temps plein en fait, de cette ville donc depuis 1983. Donc effectivement, je les écoute. Ce que nous avons fait, d'abord, il faut arrêter cette espèce de discours qui me heurte, moi, où on résume les quartiers sud finalement à la Villeneuve, les villages olympiques et Mistral. Que fait-on dans tous vos discours? Des eaux claires, de la capuche, de Jeanne d'Arc, cette espèce de résumé, de même que penser qu'il n'y a qu'au sud de la ville qu'il y a aujourd'hui des personnes en difficulté, c'est une erreur. Le quartier de l'Alma est au centre-ville, le quartier Saint-Bruno est là aussi. Soyons concrets sur la propreté de la ville. Est-ce que ça sent le pipi nos priorités dans les rues de Grenoble quand on fait du vélo? Vous faites du vélo? Je fais du vélo, je marche à pied, j'ai pas l'impression. Non, si vous allez vendredi matin, après le passage des étudiants, il y a des endroits effectivement, si vous allez avant que nos équipes passent, où vous pouvez
rencontrer ça, mais c'est vraiment pas le sujet. Elle Nous ne avons passe mis une pas priorité. assez. Tous les Grenoblois Vous le disent, êtes vos mis équipes ne collectivement, passent mais les pas trois, vous tenez assez. le même discours. Excusez-moi si je peux juste me Peut-être qu'on a un permettre brin de vérité. peut-être de dire ce qui a été fait ici. Nous avons mis d'abord la priorité sur l'école. N'oublions pas que quand nous sommes arrivés, il y avait 10 écoles dont les pompiers disaient que c'était un danger pour les enfants. Il n'y en a plus aujourd'hui. Nous avons travaillé sur l'accessibilité. Nous avons mis des moyens supplémentaires dans les écoles où les revenus des ménages étaient très faibles. Nous avons conditionné nos subventions à ces situations-là. Nous avons mis 3,5 millions d'euros pour garantir des repas bio et en plus végétariens pour 2500 enfants qui mangent pour 78 centimes. Nous avons travaillé avec l'emploi, la mission locale qui va faire de l'allée vert. Nous avons remis du sport en construisant un terrain synthétique au village olympique, en construisant le gymnase Jean-Philippe Motte, en ouvrant un équipement jeunesse à la chaufferie. Fermer la Jave, qui a brûlé en 2015. En portant, le club de la Jave fonctionne toujours et le siège c'est le club de foot de la Villeneuve. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas passé, monsieur le maire, au club de la Villeneuve? On peut continuer. Sur la rénovation urbaine, il faut rappeler que nous sommes la 5e ville en France en termes juste de calendrier à avoir signé. Donc peut-être on peut dire que le processus avec le gouvernement a été lent, peut-être, mais c'est le 5e en fait. Donc on a été parmi les premiers en France à signer cela. Ce que je vois, c'est qu'il y a là une députée de La République En Marche qui n'assume pas finalement la position du gouvernement, qui a supprimé l'impôt sur la fortune, attaqué le logement social, supprimé les contrats aidés, 180 contrats aidés, et puis on se retrouve face là à un délégué interministériel qui a fracturé la gauche depuis 2008. En 2008, il faisait cette alliance gauche-droite pour les municipales à Grenoble. En 2014, il dit qu'il était pour la fusion, mais par loyauté, finalement, il n'a rien dit, on ne l'a pas entendu, il a gentiment fait son travail. De même que depuis que nous construisons cet arc humaniste à Grenoble, lui travaille à Paris au service d'Édouard Philippe en disant qu'il a été loyal au travail qui a été fait et qu'il se poursuivra. Il se poursuivra. Ils viennent de nommer ce remplaçant une salariée politique, elle aussi, des Républicains cette fois, collaboratrice de Xavier Bertrand. Un marcheur avance toujours plus vite et plus loin qu'un insoumis immobile. Posons en fait juste clairement ce constat. Arrêtons de fracturer cette ville. À Grenoble, nous sommes tous voisins. Il n'y a pas de banlieue. Nous sommes la 3e ville la plus dense de France. Vous pouvez aller en 10 minutes ou un quart d'heure dans tous les endroits de la ville. Et je crois que c'est ça qui est finalement fondamental, se regarder comme voisins, faire tomber nos frontières. Évidemment, je suis attentif aux besoins de chaque quartier, aux spécificités de chaque quartier. Vous suscitez énormément de réactions. Évidemment. Messieurs, mais sur ce point précis. Et sur la sécurité, je rappelle que nous sommes mobilisés pour obtenir 70 policiers supplémentaires. On va laisser Alain Carignan, Olivier Noblecourt vous répondre brièvement. Et je donne le mien, puisque Éric Piolle vient d'indiquer, et les Grenoblois doivent vraiment en avoir conscience, que sur la propreté, il est à peu près satisfait de son bilan, et sur la sécurité, il y a 3 lignes dans son programme, 3 lignes pour la sécurité des biens et des personnes, et il ne fera rien. Donc, sur cette propreté, qui concerne aussi bien le sud de la ville que le nord, je reconnais que là, il y a un traitement égalitaire, c'est le seul point sur lequel le sud est traité de la même façon que le nord de la ville, il est aussi malpropre que le nord, mais il est vrai que le Sud supporte en plus des mesures spécifiques. Il n'a pas droit à la police municipale parce qu'elle n'est pas armée. Il n'a pas droit au socio-culturel parce que les crédits ont été baissés. Il n'a pas droit au MJC parce que les crédits ont été baissés. Et donc, l'inégalité territoriale s'ajoute à ces manquements auxquels vous avez contribué, Éric Piolle, ces manquements d'assurer le b.a.-ba du fonctionnement d'une ville. J'étais à Villeneuve cette semaine, 7 et 9 allées des Frênes. Une dame est sortie pour m'expliquer qu'elle avait eu un rat dans son lit. Vous êtes doublement responsable comme président d'Actis, puisque c'est un logement Actis, et comme maire de Grenoble. Elle écrit, il revendique, il demande que les tuyauteries soient nettoyées. Pardon de rappeler ces choses de base, de façon à retrouver un minimum de vie collective correcte. Ils n'ont pas de réponse Alain de la Carignan, mairie. vous parliez de sécurité, on vous fera réagir juste après Olivier Sur ces Noblecourt. points précis, nous alignerons des mesures qui vont permettre de nettoyer Grenoble. Vous parliez de sécurité, on va écouter ce qu'en pense elle aussi la candidate des Patriotes, Mireille Dornano. Juste après, vous pourrez réagir, Olivier Noblecourt. Bien sûr qu'on sait qu'il y a de la délinquance dans les quartiers sud, entre autres au niveau de la drogue, mais malheureusement, c'est partout. C'est aussi bien dans le nord que dans le sud, parce qu'à Saint-Bruno, c'est pareil, et à la Villeneuve, à Tesser, à Mistral. Mais je pense aussi quand même qu'il faut de l'éducation aussi. Donc je pense que des médiateurs, des éducateurs de rue sont aussi essentiels pour essayer de remettre cette jeunesse dans le droit chemin.
Voilà, un lien fait par Mireille Dornano entre quartier populaire et insécurité et violence. Olivier Noblecourt, je vous voyais bouillir. Ah, pas du tout, je voulais simplement prendre les Grenoblois à témoin parce qu'on vient d'avoir une démonstration du sectarisme et de la posture du maire. On lui parle du fond, il répond en attaquant les personnes. Il n'y a qu'Éric Piolle qui pense que les hauts fonctionnaires sont tous du parti du gouvernement. Ça montre sa conception du service public. Qui est une... Mais j'avais un poste de haut fonctionnaire. J'avais un poste de haut fonctionnaire et j'ai dédié ma vie au service public et au service public et à la lutte contre la pauvreté. En fait, les fonctionnaires ont passé un concours comme Mme Chalas. Je peux parler, monsieur Piolle ? Oui, mais les fonctionnaires passent un concours. Ça fait 20 ans que j'ai dédié ma vie au service public. En effet, ça fait... En fait, vous n'autorisez pas les autres à parler. Et vous avez une conception du débat public qui est bien triste. Vous semez le soupçon, le doute, vous attaquez les personnes. Vous ne respectez pas l'engagement des personnes. Ça fait 20 ans que je suis dans le service public, que je vis dans les quartiers populaires et que je travaille contre les inégalités. Quand je vois votre bilan et l'abandon que vous avez fait des quartiers populaires, moi j'habite au-dessus du siège de la JAV où pendant 4 ans vous avez laissé un club de foot sans aucun moyen. J'habite au cœur de ces quartiers avec des MJC et des acteurs de la réussite éducative qui sont livrés à eux-mêmes. Vous n'avez aujourd'hui aucune leçon à donner parce que c'est votre bilan qui a fracturé la gauche et c'est parce que vous avez oublié la question sociale que tous les militants de gauche qui ont eu à voter ont voté contre le fait de s'allier avec vous parce qu'aujourd'hui il y a une gauche qui veut relever la tête à partir de la question sociale et qui n'accepte pas votre posture de domination. Commencez juste pour sortir de votre engagement historique, juste cette fois-ci, publiez votre déclaration d'intérêt pour que, en fait, tout le monde... J'ai été le seul à le faire en 2014, je suis à nouveau le seul à le faire en 2020. Émilie Chalas, il est déjà public. Mais quand on veut à un moment assumer des responsabilités, quand on a fait partie de ces équipes qui sont augmentées les indemnités de 25%, il y a un moment, en fait, il faut dire, si on veut vraiment montrer qu'on a changé, qu'on change un peu les règles du jeu. Donc soyez transparent. Il y a beaucoup d'indignité à faire ça. Non, c'est juste transparent, ça sera public. Moi, monsieur Carillon, obligatoirement public, en fait. Vous voyez qu'il ne laisse pas parler parce qu'il déroule des éléments qu'il a préparés à l'avance. Factuellement. Je veux redire simplement, monsieur Piolle, cap et une méthode. Je veux redire que vous étiez déjà candidat aux élections législatives en 97, quand moi j'étais étudiant, donc j'ai pas de leçon à recevoir de vous de ce point de vue-là. Je n'ai pas d'action dans des entreprises qui font de l'optimisation fiscale. Je n'ai pas d'intérêt à déclarer. Le cours et du débat sur lequel, en effet, merci. L'un et l'autre. Mais je pense qu'il faut le dire. Voilà, la politique, c'est un cap. C'est aussi une méthode. Nous avons divisé par 5 le train de vie des élus de l'équipe précédente. Nous sommes revenus cette augmentation de 25%. Non, c'est factuel. Non, le budget des indemnités d'élus n'a quasiment pas baissé. Nous avons rendu public nos déclarations d'intérêt. Il faut rappeler que ceux qui sont maires et ceux qui sont adjoints, ça doit être obligatoire. Donc autant le faire avant, si on demande des responsabilités, le faire en toute visibilité. Vous ne l'avez pas fait, non? Vos déclarations d'intérêt, vous ne l'avez pas fait. Mais peut-être un petit peu moins des préoccupations des habitants des quartiers. C'est une déclaration d'intérêt, c'est obligatoire. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ils sont tenus à l'écart par cette querelle de personnes, cette querelle des gauches. C'est pas une querelle politique de personnes, c'est une querelle finalement sur la méthode. Qui sont des querelles de place et qui sont des querelles de partage de pouvoir et qui n'ont rien à voir avec les problèmes des Grenoblois. Ça fait 25 ans que l'un et l'autre gouvernent Grenoble, ça fait 25 ans que tous les deux se succèdent ou gouvernent ensemble, d'une manière ou d'une autre. Et donc aujourd'hui, ce dont la ville a besoin, c'est d'une nouvelle autorité, de traiter ces problèmes de sécurité et de propreté, ces problèmes d'attractivité et de sortir de ces sémantiques qui sont vraiment des positionnements, des postures politiques et qui n'ont rien à voir avec les problèmes des Grenoblois. Émilie Chalas, vous concluez cette partie? Sur la sécurité, parce que je ne me rappelle plus la thématique, excusez-moi, j'ai Alors, plutôt assisté à un combat de chiffonniers. On était parti sur les quartiers sud, on a beaucoup parlé de sécurité. Ce serait Sur la bien peut-être de sécurité. reparler un petit peu des quartiers sud, non? Alors écoutez, les quartiers sud, l'enjeu est le même en réalité que dans le 38 000. Les attentes, je le disais tout à l'heure, sécurité, propreté, circulation, espoir pour l'avenir des enfants. Donc un plan de réussite éducative, un plan d'accès à l'emploi, à la formation qualifiante, de l'écoute et de la proximité, avec sur le domaine de la sécurité, bien évidemment le redéploiement des effectifs de police municipale qui aujourd'hui sont cachés et qui souffrent d'ailleurs de la situation managériale de la ville de Grenoble. Donc il faut leur redonner du sens à leur métier. Et pourquoi on se lève le matin? La police municipale aujourd'hui est en souffrance. Donc on va les remettre sur le terrain. Une brigade patrouillera avec la police nationale, une autre patrouillera à l'îlotage, comme on savait le faire avant. Il y a des choses qu'on faisait avant qui marchent bien, il faut les réhabiliter et arrêter de tirer, de couper les cheveux en quatre. Je me rappelle, en faisant le bilan des 120 engagements d'Éric Piolle de 2014, puisque j'ai fait une conférence de presse à ce sujet hier, qu'il avait envisagé, évidemment une promesse encore non tenue, de changer l'uniforme des policiers municipaux. J'ai trouvé ça assez cocasse, d'abord parce qu'il ne l'a pas fait, et en plus parce que fondamentalement ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils aient des vraies missions et un sens pour se lever le matin, et que les Grenoblois les voient et discutent avec eux. Et les armes?
La police municipale sera armée, si nécessaire, en fonction de leur mission. Il ne s'agit pas d'être dogmatique là-dessus. En quelques mots, effectivement, les armes, l'armement de la police municipale. Éric Piolle, a priori, votre position est claire? Oui, nous avons équipé effectivement de pistolets impulsants électriques, de caméras piétons. Ils travaillent en coordination avec la police nationale qui a obtenu, grâce à notre mobilisation, 70 effectifs supplémentaires, il faut le dire. Mais effectivement, pas d'armes à feu pour nos policiers municipaux. Même règle sur les 70 effectifs obtenus par Éric Piolle, qui est quand même une vaste blague. La police municipale ne peut pas aller dans la moitié de la ville. C'est-à-dire qu'il y a une moitié de Grenoblois du sud de Grenoble qui n'ont pas le droit à la police municipale, alors qu'ils contribuent à son financement par l'impôt. C'est donc un oui pour vous, Alain Carignon. Olivier Noblecourt? Bien sûr, c'est la condition de la présence de la police municipale dans les quartiers. Éric Piolle propose de continuer dans l'impuissance. Il faut demain que les habitants du sud de la ville et de l'ensemble des quartiers aient le même droit à la sécurité. C'est ce que nous garantirons. Alors depuis le début de ce débat, madame, messieurs, vous parlez beaucoup de vos projets, c'est bien. Reste maintenant une question épineuse, surtout à Grenoble, celle du financement de ces projets. Et pour cela, eh bien, nous sommes allés voir un conseiller municipal, actuellement en poste, conseiller municipal d'opposition, Mathieu Chamussy. Il se revendique gaulliste social. Il a une question pour vous. On l'écoute et on en discute juste après. Sur le plan financier, la ville de Grenoble est confrontée à un effet ciseau, c'est-à-dire que les dépenses augmentent à un rythme plus élevé que les recettes. Si vous ajoutez à cela un très fort niveau d'endettement, vous comprenez que les marges de manœuvre sont très réduites. Vous qui êtes candidat, vous vous êtes tous engagés à ne pas augmenter les impôts. Dès lors, la première question qui vient à l'esprit, c'est comment allez-vous faire pour financer vos projets ? Et au-delà de tel ou tel projet, est-ce que votre programme, vous l'avez chiffré? Est-ce que vous l'avez chiffré en recettes? Est-ce que vous l'avez chiffré en dépenses? Et peut-être même en économie? C'est pas votre copain qu'on vient d'entendre, Mathieu Chamussy, Alain Carignon, mais ce qu'il dit... ensemble sur la même liste. Hein. Oui, mais enfin bon... Avec quelques fracas, on reviendra pas là-dessus. Avec quelques fracas quand même. Il a raison quand il pose cette question du chiffrage et des marges de manœuvre. La situation de la ville est connue. Hein. D'abord, il n'y a pas un centime de dette Carignon depuis 1999. Hein. Il n'y en a pas un centime, dans aucun emprunt de la ville. Vous devancez les attaques de vos adversaires là, parce que toute la dette, c'est une dette des municipalités successives. Donc celle de Michel Destaut et celle d'Éric Piolle, c'est ça que vous dites? Les deux qui sont vous aurez l'occasion de répondre, Olivier Noblecourt. Ici. La Grenoble est devenue la première pour l'impôt sur les ménages avec Olivier Noblecourt en 2008. Il dit que c'est à cause de la crise mondiale. On ne comprend pas pourquoi toutes les autres villes n'ont pas subi la crise mondiale. Les impôts de 19% il n'y a eu aucune augmentation de taux d'impôts communaux entre 1983 et 1995. Et je mets au défi, Olivier Noblecourt, demain, devant un huissier, d'amener une feuille d'impôt de Grenoblois dont le taux d'impôt communal a augmenté entre 83 et 95. Alors, sans refaire toute l'histoire, on est au municipal de 2020 à Carignon. Est-ce que vous avez des marges de manœuvre? Il faut démolir les FEC une à une. Ensuite, vous aurez des marges de manœuvre pour financer votre premier pour l'impôt, 2008. Premier maire, 2016, menacé de faillite, donc mis sous tutelle, Éric Piolle en 2016. Première ville, en 2019, l'année dernière, première pour le délai de remboursement de la dette, hors Paris, je reconnais, premier pour le délai de remboursement de la dette, parce que Éric Piolle, donneur de leçons d'éthique et de morale. Pardon, la Cour régionale des 11 ans en 2014, il est passé à un peu moins de 10 ans. La Chambre régionale des comptes indique qu'on ne peut pas soupçonner de partialité politique. Indique qu'Éric Piolle a allongé la durée des emprunts. C'est-à-dire que pendant 16 ans, les Grenoblois vont payer des annuités d'emprunt plus élevées pour pouvoir tenir et passer les années et qui lui permet de tenir jusqu'en mars 2020. Ça, c'est la situation financière de Grenoble, exacte, incontestable. Donc elle va vous contraindre. Elle nous contraint. Et pourquoi? Nous sommes les seuls autour de la table à dégager des recettes. Nous sommes les seuls à libérer du patrimoine et à demander à des opérateurs privés d'intervenir pour créer des recettes. Et avec, cette libération de patrimoine, s'installer dans les quartiers populaires de façon à créer une mixité d'usages dans ces quartiers, de façon à les requalifier. C'est-à-dire, nous avons une solution financière
et en même temps, nous engageons une nouvelle politique de la ville grâce à cette politique financière. C'est donc le seul projet global qui répond à l'ensemble du dossier financier et requalification des quartiers. Notamment avait envie également de réagir sur la question des marges de manœuvre et peut-être aussi sur ce qu'a dit Alain Carignon. Je veux simplement dire qu'Alain Carignon continue le miroir aux alouettes de ses mensonges. Il a ruiné la ville avec une augmentation de la dette de 100 à 250 millions d'euros sous ses mandatures et il a laissé la ville exsangue avec près de 100 millions de francs à l'époque d'épargne nette négative. C'est le seul moment, laissez-moi parler M. Carignon, c'est le seul moment où la ville a failli être mise sous tutelle. Donc bien évidemment, aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a aucune réponse à part un miroir aux alouettes, personne ne sait combien vaut la mairie, tout ça vous, est les promesses, tout à fait démagogique. Vous, côté promesses, les socialistes, on les connaît. Le projet que nous avons ça n'engage que ceux qui les reçoivent. Avec Patrick Ricky et en effet un grand nombre de personnalités qui ont géré la ville, parce que nous avons une expérience de gestion probante aujourd'hui, c'est en effet un projet financier qui augmente les dépenses de la ville de 4%, un peu moins de 10 millions d'euros, sur 6 années, puisque nous aurons une montée en charge progressive. Aujourd'hui, l'évolution des recettes et des dépenses de la ville à 1,2% par an, ça dégage sur un budget de 240 millions d'euros de fonctionnement annuel, près de 20 millions d'euros de recettes et de dépenses supplémentaires en 6 ans. Donc nous ferons la moitié de redéploiement et la moitié pour financer les priorités qui sont dans notre projet. Émilie Chalas, le financement de votre programme par rapport à ces contraintes. J'attirais l'attention des Grenoblois sur le fait que nous avons autour de la table 4 candidats, dont 3 sont comptables, sont responsables de la situation telle qu'elle est aujourd'hui à Grenoble. Une fois qu'on a dit ça, je voulais aussi avoir un mot pour Mathieu Chamussi qui a passé toute sa carrière à lutter contre le retour d'Alain Carignon. Je tenais quand même à le souligner parce que l'esquive a été un peu facile quand même. Mathieu Chamussi qui aurait beaucoup aimé être avec vous sur la liste, Émilie Chalas. A priori, Mathieu Chamussi aurait beaucoup aimé faire alliance avec vous, a priori. On ne lutte pas contre le retour de quelqu'un en le prenant sur sa liste. Mais en l'occurrence, il n'est pas sur ma liste, mais je voulais quand même réexpliquer aux Grenoblois que le combat politique de Mathieu Chamussi a toujours été de ne pas faire réélire Alain Carignon, et je crois qu'il est important de le rappeler. Non, mais ça ne peut pas vous plaire, mais c'est ainsi. On ne va pas refaire l'histoire de 2014, parce que ce qui intéresse les Grenoblois en 2020, c'est 2020. J'ai travaillé pendant 13 ans à la ville de Moirans. J'en ai été directrice générale des services. Nous avons subi, comme d'autres communes en France, comme toutes les autres communes en France, la baisse des dotations de l'État. Nous avons réorganisé sur la commande des élus, puisque j'étais fonctionnaire, les services et l'organisation des dépenses et l'organisation des fonctionnaires. Cela a fonctionné, nous avons travaillé pendant 5 ans et nous avons réussi non seulement à ralentir l'accélération de la dépense, mais aussi à réduire les dépenses de fonctionnement. Nous l'avons déjà fait, nous savons le faire, il suffit de s'en donner les moyens. Alors comment nous allons financer notre projet ? Eh bien, assez simplement, sur des modèles qui existent déjà. Le modèle de Lyon, où on fusionne l'administration de la ville, de la métropole et du département pour rassembler les effectifs, rassembler les moyens financiers et la capacité d'investissement. Il va s'agir ensuite d'équilibrer les opérations, comme par exemple le projet de démolition de l'Office du tourisme pour y installer un immeuble forêt et une place publique pourra être équilibré. Équilibré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire zéro ou tendre vers zéro pour la collectivité. Et enfin, des partenariats avec les autres collectivités, notamment avec la région Rhône-Alpes, notamment avec l'État. Il faut arrêter de se positionner contre l'État. C'est aujourd'hui 6 ans d'une politique anti-gouvernementale que l'on subit, et avec l'Europe et le fameux Green Deal qui a posé sur la table 1000 milliards d'euros pour la transition écologique dans les territoires. C'est à tout cela qu'il faut faire appel, et évidemment les entreprises, l'argent privé, l'argent du tourisme, pour qu'on ait un véritable plan de relance dans notre ville de Grenoble et dans notre métropole. Éric Piolle, vous avez entendu cette situation contrainte de la ville dont vous êtes certainement... J'imagine ce que vous êtes... Évidemment, donner le crédit à Mathieu Chamussi de connaître bien ce dossier-là. Et donc cet effet ciseau, effectivement, il est réel. Alain Carignon propose de faire comme en 83, de vendre la ville. Il la privatise, supprime 600 postes de fonctionnaires. Donc c'est les mêmes méthodes que finalement en 83 qu'il propose. Émilie Chalas a proposé ces propositions qui sont dans la ligne de finalement ce que fait le gouvernement. On va arroser les gros, puis ça finira par fouler sur les petits. Il y a effectivement une cohérence avec aussi l'attaque du contre-logement social et bien d'autres choses. Olivier Noblecourt, par contre, parle d'un argent qui n'existe pas, puisque ça a été dit par Mathieu Chamussi. Finalement, les dépenses de la ville, l'évolution des dépenses de la ville va plus vite que les 1,2% auxquels on est contraint. Donc il n'y a pas d'argent à redistribuer. Et c'est pour ça que nous n'avons pas promis dans ce programme, nous n'avons pas promis des subventions en plus pour tel ou tel. Et sur l'investissement, nous travaillons sur 4 quarts, l'entretien, le rattrapage des bâtiments, notamment pour les gymnases,
gymnase, plan piscine, des associations socioculturelles, des nouveaux besoins et de la transition. Et nous travaillons déjà avec l'Europe, comme nous travaillons avec le gouvernement d'ailleurs pour les investissements locaux. Nous travaillons déjà avec l'Europe sur le Green New Deal. En octobre, j'étais là avec Christophe Ferrari à Bruxelles pour rencontrer les personnes qui sont en train de définir les cahiers des charges de ce Green New Deal, parce que nous sommes effectivement regardés par l'Europe, parce que peut-être que nous faisons quelques petits points qui sont intéressants et que l'Europe cherche à soutenir. Voilà qui nous amène tout doucement vers des questions politiques, mais avant ça, une question qui n'appelle qu'une réponse simple, oui ou non. Et ça intéresse les Grenoblois. Si vous êtes élu ou réélu, les impôts vont-ils encore augmenter à Grenoble, Émilie Chalas et Éric Piolle, oui ou non? Non, absolument pas. Ni la taxe foncière d'ailleurs. Les propriétaires sont aujourd'hui étouffés par la taxe foncière. Non, comme dans ce mandat, et nous avons été une des rares villes à ne pas augmenter les impôts, nous avons tenu ce cap. Olivier Noblecourt? Non. Non, évidemment. Pas de promesse, pas de hausse d'impôts, donc on coupe dans les services publics, oui ou non? Comment financez-vous? Non, on fait une réforme structurelle que j'ai expliquée tout à l'heure. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on n'a pas promis monts et merveilles et que ce travail de redéfinition permanente du service public existe. On va faire des choix politiques. Éric Piolle a fait des choix antisociaux à chaque fois qu'il a eu à couper. Il a coupé vers les plus fragiles et nous ferons en effet avec la métropole la rationalisation et la mutualisation nécessaires. Donc on ne taille pas dans les services publics. Nouvelle recette, comme je l'indique, sans nouvelle recette, aucune des promesses qui ont été faites autour de la table ne sera tenue. On vend les bijoux de famille. Les bijoux de famille, c'est-à-dire le patrimoine qui s'effondre et que personne ne peut réparer. Parce que vous croyez que vous allez le vendre, M. Carignon, s'il s'effondre. Parce que vous croyez que Grenoble ne peut pas redevenir. Vous croyez que vous n'allez pas me la raconter, excusez-moi, mais en l'occurrence. Vous avez cité des chiffres faux tout le long des débats. Alors, on va arriver aux questions politiques. Vous croyez que Grenoble ne peut pas redevenir. Ça promet une jolie foire d'emploi, il encore. Absolument, mais pas en vendant ses bâtiments publics. Parlons politique. On a là, messieurs Noblecourt et Piolle, entre vous deux, une espèce de guerre qui s'est installée tout au long de cette campagne pour savoir lequel de vous deux incarnait le mieux la gauche. Vous représentez 12 partis de gauche, vous êtes soutenu par le Parti Socialiste et des alliés. Absolument. Lequel de vous deux représente la gauche? Éric Piolle. C'est pas ça la question. La question, c'est qui fédère, quelle équipe fédère cet arc humaniste qui va de la moitié du Parti Socialiste à la France Insoumise, qui est en capacité de proposer un projet. C'est ce que nous avons fait avec Grenoble en commun, avec effectivement, nous étions 4 mouvements en 2014. Il y a maintenant là 12 mouvements politiques, plus des réseaux citoyens et l'ADES. C'est une dynamique majeure, comme celle que j'ai continué à porter. Vous savez, j'ai tendu la main en 2014 au Parti Socialiste, mais j'ai continué après à travailler, à œuvrer pour cet arc en 2017 et en 2019. Je ne changerai pas de cap. Olivier Noblecourt. Oui, Éric Piolle a méprisé le Parti Socialiste pendant 6 ans, qui s'est opposé à sa politique, et ce n'est pas quelques débauchages individuels. Le soutien quand même, ce n'est pas quelques chefs de file. Il y a eu effectivement quelques défections. Anne Hidalgo aussi, la plus grande élue socialiste de France. Qui tend la main à Cédric Villani aujourd'hui. Et donc nous avons aujourd'hui des stratégies de débauchage individuel qui masquent en fait une faillite, Anne Hidalgo, de rassemblement. Mais Anne Hidalgo n'est pas grenobloise. Je sais que vous avez tous vos amis parisiens à votre rescousse en permanence, mais moi je parle de Grenoble, monsieur Piolle. Et en l'occurrence, Éric Piolle a fracturé la gauche par son action qui a oublié le social et parce qu'il a une posture aujourd'hui où il refuse de rassembler ceux qui ne pensent pas comme lui. Il est l'héritier d'une gauche écolo-radicale, d'ailleurs plus radicale qu'écolo, on le voit dans les sectarismes qu'il a démontré tout au long de ce débat, qui refuse de s'ouvrir à ceux qui ne pensent pas comme lui. Il est 0% compatible avec ceux qui ne pensent pas comme lui. Je suis l'héritier d'une gauche, en effet, de transformation sociale qui part les quartiers, celle de Pierre Mendès France, de Dubedou, de Michel Destot. Et aujourd'hui, elle doit se réinventer pour répondre dimanche soir, et à l'urgence climatique. Cette gauche, elle s'élargit à qui? Elle s'élargit aux électeurs d'Éric Piolle ou aux électeurs d'Émilie Chalas? J'ai toujours dit que j'étais un homme de gauche, que je n'avais jamais changé. Ça fait 25 ans que je milite dans ce camp et que j'étais pour le rassemblement de la gauche, parce que je suis conscient de la responsabilité que nous avons. Il se trouve que lorsqu'on est sortant, on a la responsabilité du rassemblement de la gauche. J'ai connu, et nous avons commis des erreurs par le passé, en étant hégémonique et sans faire suffisamment d'efforts pour rassembler la gauche. Aujourd'hui, nous avons un maire sortant dont le bilan, encore une fois, a divisé les Grenoblois et a divisé la gauche. Il a perdu les votes des militants de gauche à Grenoble aujourd'hui. Et donc, moi, je prétends demain pouvoir remettre sur pied une gauche qui saura se rassembler, alors qu'Éric Piolle prétend continuer en étant minoritaire avec ceux qui sont sans préjugés. Bien sûr. On est concernés, nous, ou pas sur les électeurs de gauche, un peu moins à la Carignon, je pense. Ce débat des querelles entre eux, pardon, mais les Grenoblois veulent tourner la page des municipalités Piolle et Noblecourt. Ça fait 25 ans qu'ils se chamaillent et qu'ils conduisent les mêmes politiques avec les mêmes effets, impôts, dettes. Les Grenoblois ont les résultats, insécurité, malpropreté. C'est le bilan. Vous élargissez votre base à partir de quels autres électeurs? Au second tour, je rassemblerai tous les Grenoblois qui veulent tourner la page de la municipalité Piolle, quelle que soit leur origine, dans une démarche ouverte, compatible avec tous ceux qui, au premier tour, n'auront pas voté pour Éric Piolle. Car en réalité,
il y a une large majorité de Grenoblois qui veut tourner cette page. Éric Piolle et sa municipalité sont minoritaires. Il suffit d'avoir cette capacité de rassemblement autour d'un projet ambitieux, autour des thématiques qui concernent les Grenoblois, sécurité, propreté, attractivité et défis écologiques. Nous rassemblerons les Grenoblois au second tour pour que tous mettent fin à cette expérimentation dont les Grenoblois ont été très largement les victimes. Juste Émilie Chalas, vous entendez l'appel d'Alain Carignon, vous entendez celui d'Olivier Noblecourt? Moi, ce que j'entends surtout, c'est les Très Grenoblois court, qui Émilie s'expriment. 60% d'entre eux n'ont pas voulu d'Éric Piolle en 2014, c'est encore le cas aujourd'hui. Et que ce soit Olivier Noblecourt ou Alain Carignon, ils n'ont aucun des deux la capacité à travailler à la fois avec la gauche, à la fois avec la droite. C'est le fameux en même temps. Et nous sommes les seuls à pouvoir rassembler pour faire battre ce maire qui est une imposture, qui n'est moins écolo qu'insoumis. Et preuve en est, c'est Ruffin et Autain qui viennent vous soutenir plutôt que Jadot. En quelques mots, vous n'êtes qu'une imposture. On va vous laisser le dernier mot avant cette conclusion. Vous n'êtes qu'une imposture, Éric Piolle. En quelques mots. Laisser Émilie Chalas à ses propos. Nous aurons ce soir Mathieu Orphelin, qui était député En Marche, mais qui l'a quitté parce qu'il y avait rupture, comme Nicolas Hulot, qui est mon ami, et qui a quitté lui aussi le gouvernement. Il n'est pas là pour vous soutenir. Et Julien Bayou, qui est le patron des écolos, comme vous le savez. Olivier Noblecourt a au moins eu un petit SMS, comme un petit M. tweet Jadot, de vous M. savez qu'il est député européen. Et nous aurons là des représentants avec Audrey Pulvar également. Et donc il y a beaucoup de monde ce soir pour faire va bientôt commencer meeting. En coulisses, meeting qui est en cours. Thonon-les-Bains va nous attendre d'ici peu, mais avant cela, on va vous mettre au défi, chers candidats, une dernière fois. Vous allez avoir 40 secondes face caméra pour parler directement à vos électeurs et leur expliquer ceci. Nous sommes en mars 2026, vous achevez votre mandat de maire. À quoi ressemble désormais Grenoble? Alain Carignon, c'est à vous, c'est la caméra... pardon Nicolas, c'est la caméra de droite. T'étais très près. La caméra de droite. Eh bien écoutez, à la fin du mandat, je souhaite que vous retrouviez une ville dans laquelle la liberté d'aller et de venir, tout simplement, en sécurité, vous soit assurée. Je souhaite que quand vous flânez dans Grenoble, vous marchiez dans une ville qui soit propre, qui soit agréable. Je souhaite que vous puissiez accéder, entrer dans la ville et que vous puissiez être fiers d'elle à l'extérieur quand vous parlez de la ville et à l'intérieur quand vous la partagez avec les Grenoblois. Et je souhaite que vous vous soyez sentis respectés, tel que vous êtes, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, parce que la barrière entre les élus et les Grenoblois aura été arrêtée et que le dialogue sera direct avec vous. Merci à vous pour ces quelques 30 secondes et un peu plus. Olivier Noblecourt, même règle, caméra de droite, vous êtes maire en 2026. À quoi ressemble Grenoble ? D'abord, ce sera une ville qui aura retrouvé son unité, qui aura une capacité à se penser grenoblois, quels que soient les territoires, quels que soient les quartiers, avec un projet éducatif qui permettra d'assurer la réussite du plus grand nombre, une autorité publique rétablie dans l'ensemble des quartiers, le fait de faire prévaloir la règle commune sur les comportements individuels. Nous serons dans une ville qui aura retrouvé avec ses acteurs économiques une capacité à tracer un chemin singulier qui permette de concilier la réponse à l'urgence climatique, l'inclusion sociale et la défiance démocratique. Nous aurons chaque année une habitude de référendum annuel pour que les Grenoblois donnent leurs avis. Moi, je serai un maire qui ne s'excusera pas de vouloir rassembler les Grenoblois. Et dans 6 ans, Grenoble aura retrouvé son unité et sera sorti des divisions actuelles. Et Émilie Chalas, même consigne, 40 secondes, la caméra de gauche vous attend. Très bien. Eh bien, bonsoir d'abord à toutes les Grenobloises et tous les Grenoblois. Et si vous votez pour nous dimanche 15 et 22 mars, eh bien, en 2026, Grenoble sera une ville dont l'image aura été restaurée, dans laquelle la transition écologique sera pour de vrai engagée, avec, parce que ce n'est pas contradictoire, un plan de relance économique et le développement de l'emploi. Vous aurez aussi fait le choix de remettre la femme au cœur de la place de la cité. Vous aurez aussi l'honneur, je crois que c'est un honneur, d'avoir une femme maire. Et ça, à Grenoble, ça compte. Et c'est pour toutes ces raisons, qui je crois qu'il faut aujourd'hui rassembler les Grenoblois, puisque 60% d'entre vous ne veulent plus de la politique insoumise d'Éric Piolle. Justement, Éric Piolle, à vous le dernier mot. Vous avez 40 secondes, vos électeurs vous écoutent. Caméra de gauche également. Oui, Grenoble a une culture de ville pionnière, à la fois dans son histoire industrielle avec l'hydroélectricité, à la fois dans la résistance, à la fois évidemment avec les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, nous sommes aussi pionniers pour lancer ces transitions, pour prendre en main notre destin, mettre en place des solutions bonnes pour tout de suite et bonnes pour le long terme,
pour les déplacements, pour l'alimentation, pour l'énergie, pour le logement, la pollution et la pollution de l'air. Et donc finalement, en 2026, nous serons fiers de ce chemin accompli, tout en se disant qu'il y aura encore de beaux défis devant nous, parce que c'est ça qui fait le sens de nos vies, c'est ça qui fait qu'on est tous voisins à Grenoble. Nicolas, le dernier mot. Et pour vous, nos candidats ce soir ont-ils été convaincants? En tout cas, ils ont été frais, je trouve, malgré ce marathon de campagne qui touche à sa fin et ce marathon de débat aussi, avec quelques éléments de langage qu'on a entendus à plusieurs reprises que vous avez préparés. L'heure de vérité approche, le vote se cristallise parfois les derniers jours, les dernières heures, parfois même dans l'isoloir. J'imagine que c'est frustrant pour les uns et les autres. Alors rendez-vous dimanche pour savoir lequel aura été le plus convaincant. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Nicolas, merci à vous également. Nous, on va tout de suite prendre la direction de Thonon-les-Bains, prendre un peu d'air avec le lac Léman. Ce débat, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Tout de suite, Thonon-les-Bains, présenté par Frédéric Lefrançois.